Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Cette semaine, en 60 minutes, nous recevons une sonneuse d'alerte. Une dame dont sa carrière s'est spécialisée dans la détection de stratagèmes de collusion et de corruption et a développé une expertise dans la gestion contractuelle. Son témoignage lors de la commission d'administration publique sur les irrégularités au ministère du Transport l'a révélé au grand jour comme une lanceuse d'alerte. Son livre « Jeux de coulisses », les dessous de la lutte contre la corruption au Québec, aux éditions de l'Homme, est paru au mois de mai 2018. Selon Nathalie Petoski, son livre nous fait vraiment voir et vivre l'intérieur de l'organisation appelée l'UPAC et fait œuvre utile en nous entraînant dans les coulisses de la lutte contre la corruption. Pour l'instant, elle est la seule qui a eu le cran de témoigner dans son livre. Notre invitée cette semaine, Annie Trudel. Voici Céline Lebel et Annie Trudel. Bonsoir, Madame Annie Trudel. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Alors, Louis Lacroix, le 31 mai 2016, avait écrit un article dans l'Actualité. Et son titre, c'était « Qu'est-ce qui se cache sur la clé USB d'Annie Trudel ?» Et M. Ouellette, qui était alors au bureau du cabinet du premier ministre Couillard, avait écrit, il y avait une tonne de documents, des recherches, des analyses, des références. Je sais que vous ne pouvez peut-être pas nous dire exactement tout ce qu'il y avait là-dessus, mais moi, ma question, c'est que je me demande combien de personnes vous pensez a eu ça entre les mains? Et qu'est-ce qui est arrivé avec ça? En fait, je ferais, si vous me permettez, je ferais juste une petite parenthèse parce que c'est pas rien, c'est important comme nuance. Okay. Monsieur Ouellette, il était à ce moment-là membre de la commission de l'administration publique, qui est une commission parlementaire. Donc, il n'était pas au cabinet de Monsieur Couillard. Bon? OK, parfait. Et en fait, je vais me permettre, si vous le voulez bien, de vous faire une petite rétrospective rapidement. Oui. C'est que lorsque j'ai quitté le ministère des Transports, j'ai remis cette clé USB comme mon contrat me l'exigeait. Donc, j'ai remis cette clé USB au cabinet du ministre des Transports de l'époque, qui était M. Daou. Alors, le cabinet l'a remis au sous-ministre du ministère des Transports, qui est Mme Savoie. Tel que Mme Savoie l'a mentionné en commission parlementaire, parce qu'elle a dû aller témoigner en commission parlementaire. Elle l'a expliqué qu'elle a pris connaissance et que son personnel a pris connaissance de la clé, les employés, les enquêteurs de la direction des enquêtes. Donc, ils ont été plusieurs à prendre connaissance de la clé. Ils ont conservé, si je répète à peu près mot pour mot ce qu'elle a dit en commission parlementaire, elle a pris ce qui avait de l'intérêt pour elle, et ensuite, pour s'assurer qu'il n'y a rien qui est tombé entre les deux chaises, ils ont pris cette clé-là qu'ils ont transmis à l'UPAC. Donc, à partir de ce moment-là, les parlementaires ont bien voulu se procurer la clé, les parlementaires de la Commission d'administration publique ont bien voulu se procurer la clé pour en prendre connaissance. Pendant une certaine période, là, on parle de 2 semaines, mettons 2-3 semaines, le commissaire de l'UPAC, c'est-à-dire M. Lafrenière, refusait que la clé soit remise aux parlementaires. Donc, cette situation-là a perduré jusqu'à ce que le commissaire doive aller témoigner en commission parlementaire, entouré de de sa suite, de plusieurs membres de son personnel. Cette rencontre-là en commission parlementaire a eu lieu à huis clos, donc il n'y a pas de procès de verbatim, de procès verbal de cette rencontre-là. Et s'en est suivi une annonce publique
à l'effet que, suite à la rencontre, M. Lafrenière a accepté de remettre la clé aux parlementaires et à partir de là, les parlementaires ont été en mesure d'en prendre connaissance. Donc, c'est un peu le chemin que la clé a pris. Donc, il y a beaucoup de gens qui en ont pris connaissance. Elle a été manipulée par plusieurs. Et, en fait, je me permettrai de rajouter, parce que je l'ai dit publiquement aussi, le plus important, c'est que il y a beaucoup de documents qui ont été effacés de cette clé-là, notamment des courriels. J'avais accumulé au cours de mes 18 mois au ministère des Transports beaucoup de courriels et ces courriels-là avaient tous été effacés. Oui, et je sais pas, c'est possible de retrouver sur une clé USB quand il y a eu oui, c'est possible. Hein? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est possible de retrouver... En fait, c'est possible d'identifier qu'il y a eu de la manipulation, mais plus facile que ça, on s'entendra parce que je viens de ce milieu-là. Oui. Une enquête policière, ce serait pas très, très difficile de retourner chercher la totalité de ces courriels-là. Il n'y a pas eu de volonté de faire une enquête policière, donc c'est pour ça qu'il n'y a personne qui est retourné les récupérer, mais c'est peu quiconque connaît la technologie de l'information sait très bien qu'en date de la journée de mon départ, au moment où j'ai tout copié sur la clé, il y a quelqu'un qui est allé dans les serveurs, aller chercher tous les courriels qu'il y avait à ce moment-là et ils vont les récupérer. Mais ça prend de la volonté. Il faut vouloir voir ce qu'il y a dans les courriels pour aller les chercher. Ça, c'est quelque chose, justement, ce que vous venez de dire m'apparaît comme un bon lien à faire avec la prochaine question, puis je pense qu'on peut s'étendre un peu plus longtemps. Je voudrais que vous nous parliez du commissaire Lafrenière. Bon, mais c'est large comme question. Je sais. C'est large comme question. Mais il a dit des choses, hein. C'est une nomination politique d'abord. Bien, en fait, moi, je vois le commissaire. Je vais l'appeler le commissaire, pas nécessairement le commissaire Lafrenière, parce qu'on parle plus de l'institution qu'est le poste de commissaire plutôt que de la personne. Parce que je continue à dire aujourd'hui que ça aurait été cette personne-là ou probablement n'importe quelle autre personne, les chances étaient fortes que le conflit d'intérêts devienne évident d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut se rappeler que cette personne-là, c'est quelqu'un qui était sous-ministre au ministère des Transports. Donc, pas au ministère des Transports, pardon, au ministère de la Sécurité publique. Et donc, ils ont pris quelqu'un qui était déjà très, très, très au fait de la sécurité publique, du fait qu'il était un ancien policier, mais il était déjà dans la machine du ministère de la Sécurité publique. Il avait déjà des liens tissés très serrés avec les gens au pouvoir à l'époque. On l'a nommé commissaire. Avec, je dirais, peu de balises de recrutement à ce moment-là. Donc, ça a été rapide. Dès le départ, parce que moi, je travaillais déjà à l'unité anti-collusion avant la création de l'UPAC. Donc, lorsque nous, on est arrivés avec notre équipe, nous, on était quand même, on avait 1 an, 18 mois d'expérience de plus que les gens de l'UPAC. Donc, nous, on arrive avec notre bagage, eux, ils commencent. Et là, déjà, en partant, c'était les amis des amis. Les premiers employés de l'UPAC, c'était les amis des amis. Donc, il n'y a pas eu ou peu, ou bref, les processus de recrutement n'ont pas été respectés. Donc, le commissaire était entouré d'amis qui avaient quand même des tâches assez importantes. C'était pas rien. Et au fil du temps, d'autres amis se sont ajoutés. Ceux qui n'étaient pas suffisamment suiveux ont quitté. Ils ont été remplacés par d'autres amis. Donc, c'est avec le temps, l'institution qui est le commissaire et son entourage a pris beaucoup, beaucoup de poids, beaucoup de pouvoir parce que il reste que la loi de l'UPAC détermine qu'au bout du compte, c'est le commissaire qui décide si une enquête est effectuée ou non. Donc, ça veut dire que c'est une personne entourée de son clan, de ses pions, qui décide qu'est-ce qui doit être enquêté, qu'est-ce qui l'est pas. Puis à mon avis, c'est une des sources du problème, parce qu'au bout du compte, pensons-y, s'ils se targuent d'avoir 800, 900 dénonciations par année et qu'il y a 40 dossiers d'ouverts,
qu'est-ce qui s'est passé au reste? Bon, il y a certainement des choses qui ne sont pas pertinentes, mais il reste qu'il y a quand même des dossiers qui ont été mis sur la glace délibérément. Donc, pourquoi on privilégie un dossier plutôt qu'un autre? C'est là le conflit. Si c'est pas pour protéger des gens, parce que ben là, on s'en rend compte. Puis là, je vais vous poser la question à vous, parce que, comme vous dites, là, vous êtes dedans, vous avez baigné dedans. Oui. Alors, pourquoi il a été obligé de procéder à l'arrestation de Mme Normando, M. Marc-Yvan Côté, etc., il y en avait d'autres, Éric Thibault, au moment où son mandat était à renouveler? Pourquoi il a eu besoin de faire ça? Exact. Bien, écoutez, avant qu'on me pose la question, que Oui. vous me posiez la question ou que des auditeurs posent la question, je me suis jamais positionnée, puis c'est important, c'est un petit préambule que je dois faire. Je me suis jamais positionnée par rapport à un parti en particulier. C'est délibéré, je ne serais pas en mesure de le faire. Et je m'explique, je ne me considère pas comme une fille d'équipe, comme une fille de groupe. Pour moi, le consensus est très difficile parce que j'ai encore le souhait dans mes valeurs de c'est droit ou ce l'est pas. Donc, j'essaie d'éliminer les zones grises, quoique je le sais qu'il y a tout plein de zones grises puis qu'il faut composer avec ça. Mais moi, dans mon expertise, dans ma spécialité, c'est droit ou ce l'est pas, c'est intègre ou ce l'est pas, c'est éthique ou ce l'est pas, bon, c'est tout. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à m'associer à un parti plus qu'à un autre pour cette raison-là. Eux, les gens qui font partie d'un parti, ils font beaucoup de concessions, ils se trouvent un dénominateur commun, puis à partir de là, ils vivent avec leur dénominateur commun, mais ils ont toutes des volontés différentes, puis ils sont obligés de s'oublier un peu en tant que personne, puis y aller avec la volonté ou les valeurs de l'organisation. Moi, dans ma vie à moi, j'ai pas besoin de faire ça, donc je le fais pas. Ceci étant dit, il y a des personnes, des députés, des parlementaires, des ministres qui ont été ministres ou qui ont été ministres, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y en a plus, que j'admire, que je respecte beaucoup, de tous les partis. Donc, je veux juste pas entendre dire c'est sûr sa réponse parce que c'est une libérale ou c'est sûr sa réponse parce que c'est une péquiste. C'est pas le cas. OK? C'est pas le cas. Donc, je le dis, là, il y a des gens que j'aime profondément de chacun des partis, il y a des gens que je respecte profondément de chacun des partis et il y a des poteaux au saumon dans chacun des partis aussi. OK? Bon. Ceci étant dit, je pense que le commissaire de l'UPAC et tout son entourage dans la haute direction de l'UPAC sont dans une position de pouvoir et peu importe le parti qui forme le gouvernement, peu importe la quantité d'informations qu'ils ont et qu'ils contrôlent et qu'ils gouvernent et qu'ils utilisent pour enquêter ou non, font en sorte que c'est eux qui dictent l'agenda. Et c'est ce qu'ils ont fait. Monsieur le commissaire avait entendu entre les lignes, puis pas juste lui, parce que ça avait été dans les journaux, qu'il y avait d'autres personnes fort compétentes qui avaient appliqué pour ce poste-là, que c'était pas évident que s'il était pour être renouvelé. Soit dit en passant, je pense sincèrement que renouveler quelqu'un, c'était en soi une erreur, peu importe c'était qui. C'est trop long. 7 ans, une personne, c'est trop long dans ce milieu-là. 7 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de liens qui se tissent. C'était pas une chose éthique à faire. Bon, lui a été là. Il voulait être renouvelé pour plusieurs raisons, puis il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Pourquoi il voulait tant que ça être renouvelé? Un homme de cet âge-là qui avait fait ce qu'il avait à faire, il aurait pu laisser la place à la relève. Pourquoi est-ce qu'il tenait à être renouvelé? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il voulait... Est-ce que c'est parce que c'est son entourage qui voulait pas quitter? Peut-être lui, il était prêt à quitter, mais son entourage, eux, voulait rester là. Puis comme on l'a vu dans plusieurs environnements, changement de direction à la Sûreté du Québec, l'entourage part avec. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut prendre en considération. Ou peut-être c'est parce qu'on voulait tout simplement pas des nouvelles personnes pour venir
constater l'état des lieux, des nouvelles personnes, un nouveau commissaire qui arrive avec son nouvel entourage puis qui constate ça pourrait faire du tort à bien du monde. Donc, il y a on peut présumer de plusieurs raisons pourquoi, pas juste une personne, puis je le répète, c'est important, la personne et tout son entourage ont vraiment tout fait pour demeurer en place et ils sont arrivés. Donc, il y a, pour moi, il y a un lien direct avec des arrestations cette journée-là pour démontrer. Puis ça, c'est la première des mesures d'intimidation envers les parlementaires parce qu'il y en a eu d'autres par après, mais c'est une des premières. Alors, voici de quoi on est capable. Nous, on veut rester. Nous, parce qu'ils voulaient plein de choses. On veut rester, on veut notre corps de police, on veut. Et voici qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir ce qu'on veut. Et ça a été une des choses qu'ils ont faites. Donc, pas seulement l'arrestation, pas seulement l'arrestation de parlementaires, pas seulement l'arrestation de parlementaires, mais en plus une journée qui est fort, fort importante pour le gouvernement. C'est un message très clair. En tout cas, si c'était pas un message qu'ils voulaient passer, ils sont passés à côté de leur vrai message parce que c'est ce que la population a retenu. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Tant qu'à être dans le sujet, les autres occasions où il a intimidé les parlementaires. Oui. Ben, moi, je vous dirais, lorsqu'ils vont témoigner, lorsque le commissaire va témoigner, puis là, je vais plus me pencher sur le côté humain, sur le côté psychologique de la chose. Lorsque je vais vous donner un exemple. En mai 2016, la sous-ministre du ministère des Transports va témoigner en commission d'administration publique. Elle a eu 3 mois, 4 mois pour se préparer. Elle a eu des dizaines d'employés qui l'ont aidée pendant longtemps à se préparer. Elle arrive sur place avec 5-6 personnes, puis sont solides, puis sont prêtes à répondre à toutes les questions. Et elle est flanquée de la vérificatrice générale qui est assise à côté d'elle. On essaie de nous dire que la vérificatrice générale est indépendante, mais qu'est-ce qu'elle fait assise à côté du sous-ministre? Bon. Après ça, le 8 juin, si ma mémoire est bonne, c'est le commissaire qui vient témoigner, flanqué d'à peu près 15 personnes pour venir l'aider à répondre aux questions. Puis, ils ont pris les 3 semaines avant ça pour enquêter sur moi, sur Mme Boilly, sur toutes les autres personnes qui osent remettre en question. Là, Mme Boilly, Annie Trudel, arrive toute seule. Personne pour m'aider, personne faire les enquêtes avec moi, personne pour accumuler, puis même pas, je peux même pas dicter l'agenda de notre présence. Là. On se fait poser des questions par les parlementaires. Je peux pas dire tout ce que je veux. J'ai pas 3 heures pour dire tout ce que je veux. Je réponds aux questions, puis je me croise les doigts, puis j'espère qu'on va poser les bonnes questions. Donc, c'est la même chose. Le commissaire arrive, bon, ça c'était le 8 juin, mais même les autres fois après, il arrive à l'étude des crédits avec toute sa gang, il s'assoit devant les parlementaires, il dit « Posez-moi vos questions ». Là, les parlementaires posent des questions, ça je peux pas, c'est des enquêtes. Ça je peux pas, mais là, c'est parce que si les parlementaires insistent, ils vont se faire dire qu'ils veulent s'immiscer dans les enquêtes, puis ils veulent pas se faire dire qu'ils vont s'immiscer dans les enquêtes, fait que là, ça coince les parlementaires, ils osent pas, et par le fait même, ben l'autre chose qui rentre en ligne de compte, tout est toujours coulé des médias. Ouais. Donc là, s'il arrive quoi que ce soit, s'il y a un parlementaire qui a posé trop de questions, c'est un parlementaire qui n'a pas été suffisamment docile avec le commissaire, c'est sûr que dans les 48 heures qui suivent, il y a quelque chose qui sort dans les médias contre ce parlementaire-là. Donc, là, c'est beaucoup de choses. C'est une game. Ils ont tous accepté de jouer selon ces règles-là. C'est entre eux, parce que moi, je le ferais pas. Je serais pas capable de le faire. Mais il reste que, au bout du compte, c'est ça qui arrive. C'est que les parlementaires, ils essaient du mieux qu'ils peuvent, mais à un moment donné, ils ont des limites. Bon, là, je vois où vous souhaitez en venir, puis je vais y aller avec plaisir. Le summum du summum, c'est que là, le commissaire veut sa loi de l'UPAC, avec tout ce qui vient avec tous les pouvoirs, l'indépendance, l'autonomie. Il donnait sa loi, il n'y a plus personne qui va se mettre le nez dans ses affaires, c'est pas plus compliqué que ça, là. Mais là, il y en a
il y a une commission, pas une personne, il y a une commission qui a le pouvoir de le remettre en question, qui a le pouvoir de le questionner, qui a le pouvoir de douter. Puis ça fait longtemps qu'il doute. Parce que moi, quand j'étais à l'UPAC en 2012, déjà en 2012, parce que soit dit en passant, c'est quelqu'un de l'UPAC qui a écrit la loi, là. C'est pas le gouvernement qui ont demandé à l'opinion de l'UPAC. C'est à l'UPAC qui l'ont écrit la loi, puis ils ont dit au gouvernement, voici ce qu'on veut. Fait que depuis 2012, il attend d'avoir sa loi. Et là, il y a quelqu'un qui dit, ben, pas sûr, mais à des conditions. Ben, mais pas juste une personne. Ils sont plusieurs parlementaires, c'est la même commission qui mettent ça en question puis qui doutent. Mais le plus fatigant, c'est le président. Parce que le président, lui, il est là depuis plusieurs années. Puis le président, lui, il était au ministère de la Sécurité publique. Puis le président, il avait déjà dit non dans le temps du ministère de la Sécurité publique. Fait que, quoi de plus ignoble, dépendant de comment on le voit, ignoble, mais efficace, que de dire, ben, ça, on élimine le président, on va voir qui d'autre qui va avoir le culot de venir trop nous poser de questions ou de ne pas nous le donner, notre projet de loi. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait de façon extrêmement brillante, parce qu'en le faisant, puis j'ai lu ça dans les médias sociaux récemment, en le faisant, ça l'a déstabilisé, ça l'a insécurisé, ça l'a fait peur, mais avant tout, Mme Lebel, ça l'a muselé. Donc, ça l'a muselé le président, mais ça l'a muselé les autres qui sont au courant de certaines choses. Ça l'a muselé tout plein de personnes qui, là, ben, ils doivent attendre, ils doivent être prudents, ils doivent attendre le fil normal devant les tribunaux, puis attendre la bonne opportunité pour dire ce qu'ils ont à dire, pour déposer les preuves qu'ils veulent déposer. Donc, mais pensez-y, là, c'est arrivé le 25 octobre, 11 mois. Donc, c'est 11 mois de gagner. Il faut comprendre ça, c'est 11 mois de gagner. Donc, en 11 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il l'a eu, là, son projet de loi. Et là, il est en train de... Qu'est-ce qui se passe avec l'intimidation au sein de l'UPAC, les plaintes d'intimidation, puis les rapports, puis tout ça? Il se passe rien, mais les gens qui étaient impliqués, bien là, comme par hasard, sont tous partis. Ils sont plus à l'UPAC, sont retournés à la Sûreté du Québec, sont allés ailleurs, sont allés chercher des personnes dans d'autres institutions. Donc, ils ont eu 11 mois pour faire le ménage, pour régler les... Donc, moi, je vous dis, je parierais ma paye que s'il y a prochainement ou très prochainement un nouveau commissaire, il n'aura rien à reprocher à l'ancien commissaire parce que tout sera très propre. Quand il va rentrer, tout sera très propre. C'est comme les députés, hein, vous savez, un député, quand il part avec tout ce qu'il y a dans son bureau. Le nouveau député rentre, et il faut qu'il recommence à scratch. Il ne reste plus rien. Donc, je parierais ma paye que si un nouveau commissaire qui rentre très prochainement, c'est exactement ce qui va arriver. Par contre, oui, c'est ça. Oui, peut-être. La seule chose que moi je vois, c'est que, bon, je dois vous demander ça. Croyez-vous qu'il y a de la surveillance sur tous les politiques, les politiciens, sur tous ceux qui entrent en politique, de façon à pouvoir justement être capable de les museler, au pire aller de sortir des mensonges sur eux pour empêcher qu'ils parlent. Tout le monde qui essaie de faire le ménage ici, même le premier ministre, il fallait le faire, a mis M. Poetti dehors. C'est M. Couillard, ce qui a fait ça. On ne peut pas lui dire, nous penser qu'il a les mains blanches. Notre premier ministre a mis dehors quelqu'un qui voulait faire le ménage. Oui. Bon. Ben alors, en ce qui concerne M. Poetti, et ça, c'est mon humble opinion, je suis très à l'aise de vous partager ce que je pense de M. Poetti. Il faut se rappeler que M. Poetti a été nommé au ministère des Transports, sachant pertinemment bien qu'il y avait un rapport qui s'en venait, celui de la commission Charbonneau. Donc, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans le rapport, on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait, on avait tout intérêt à souhaiter démontrer à la population que ce ministère-là était pris en charge et qu'on était pour le nettoyer, assainir les pratiques, et puis bon. Maintenant, le rapport en question de la commission Charbonneau, il a été publié, puis si ma mémoire est bonne, c'est en novembre 2015. Le rapport a été publié.
Il nous a coûté quelques, puis là, j'y vais de mémoire, vous allez me pardonner, là, il me semble que c'est entre 50 et 55 millions. Ouais. Bon, ça nous a coûté 55 millions pour nous faire dire que c'était pas si pire que ça au ministère des Transports. Pensez-vous vraiment, à ce coût-là, là, ça nous a coûté 55 millions, qu'on va laisser en place un ancien policier avec une analyste qui décide d'emmener large puis d'aller trouver tous les bobos, dévoiler que c'est pire que ce que le rapport dit? Ben non. Donc, à mon humble avis, c'est ça les circonstances. Et sachant ce que je sais, c'est l'entourage du cabinet du premier ministre qui prend de telles décisions. Je suis d'accord avec vous. Il y a tout de même quelqu'un qui est imputable au bout de la ligne et qui doit assumer ces décisions-là. Et il le dit, hein, publiquement, je m'assume, j'ai pris cette décision-là, je m'assume. Mais pour avoir vu et entendu ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est l'entourage qui prend ou qui suggère fortement d'aller vers ce genre de décision-là. Donc, et pour en revenir à votre première question, il n'y a pas tant de ressources, qu'elles soient humaines ou financières, qui doivent être déployées pour espionner, entre guillemets, nos élus. L'opposition s'en charge. Donc, le téléphone sonne régulièrement par des gens de l'opposition pour raconter ce qu'ils savent à propos de leurs compétiteurs. Donc, les corps de police n'ont pas à déployer. Ça vient à eux, ça vient en très grosse quantité. Et d'ailleurs, il l'a dit, le commissaire, il a expliqué en commission parlementaire que c'est une des raisons pourquoi il fait très attention aux enquêtes en période de campagne, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent de l'opposition. Donc voilà. Ah, par contre, comme vous avez dit tantôt, que ce soit n'importe quel parti, lui, il va toujours conserver le pouvoir. Oui. Et encore, on n'a pas mentionné non plus que c'est son gendre qui est à la Sûreté du Québec et qui, en plus, assume le poste intérim de la... Exact. Non, c'est Exact. incroyable. Sa belle-fille ou sa... En fait, sa fille, ses deux enfants. Hein, sa fille et son fils travaillent à la Sûreté du Québec, oui. Alors, c'est une histoire de famille. Il reste... Mais je vous dirais, puis s'il n'y avait que ça, je vous le dirais, mais vous savez, dans la vie, on a des membres de notre famille, puis ça, c'est des gens qu'on choisit pas, mais on a des amis, puis ça, c'est des gens qu'on choisit. À mon humble avis, les amis dans l'entourage du commissaire sont de beaucoup plus, pas dangereux, mais en fait, sont beaucoup plus dangereux pour le conflit d'intérêts et pour l'objectivité, je vous dirais. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. L'apparence, elle est là en ce qui concerne la famille. Mais les amis, puis là, on n'a pas des 10 heures devant nous, mais les gens qui nous écoutent puis qui comprennent le milieu policier vont le savoir. Allez fouiller les amis. Avec qui est-ce qu'ils travaillaient ensemble il y a 25 ans, puis il y a 30 ans, dans la police? Vous savez, les polices, c'est un petit milieu, puis ça se tient entre eux autres, puis ils restent amis, puis ils travaillent ensemble longtemps. Donc, c'est plus ça qui donne une bonne idée de qui aide qui est de quelle allégeance. C'est tous des petits clans, la police, puis... Je vous le dis, on fouille, on regarde, c'est qui ses bras droits pour l'instant, c'était qui ses bras droits, qui a éliminé dans les dernières années. Et là, on comprend tout. Là, ça remonte à il y a 20, 25, puis 30 ans, puis c'est des liens de longue date. Okay. Voyez-vous ça un jour, vous, une possibilité de faire un certain ménage ou si ça relève du rêve? Ben non, c'est facile de faire un ménage, mais il faut prendre les bonnes décisions. C'est très facile, c'est pas du tout difficile, mais il faut prendre les bonnes décisions. On a mis en place, en passant, je dois dire, l'UPAC en tant que tel, c'est une machine à bouffer des sous, là, puis à donner des beaux postes prestigieux à des gros égos qui ont besoin là, de leur verre d'eau puis de leur lumière à tous les jours. C'est pas nécessaire.
qu'est-ce qui arrive dans notre société? Puis regardons tout ce qui s'est passé là, dans les 10, 15, 20 dernières années. À toutes les fois qu'on a des enjeux de cybercriminalité, ben on ouvre un petit département de cybercriminalité qui sont focusés là-dessus. Puis quand tout est sous contrôle, ben on passe à autre chose. C'est la même chose avec le terrorisme. Donc, ça sort de où, l'UPAC, de créer une machine aussi grosse qui coûte autant d'argent puis qui est aussi peu efficace. On s'entend. Parce que si je me fie à tout ce qui est entrepris, que ce soit dans le crime organisé, dans la cybercriminalité ou dans le terrorisme, c'est drôlement plus efficace que dans la corruption. Là. Dans la corruption, on coûte de l'argent, on fait la une des médias, on s'entend avec bien des journalistes, puis au bout de la ligne, il se passe rien. Donc, en tant que tel, l'UPAC sert à rien. C'était pas nécessaire d'aller gros comme ça, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ben alors ça prend des vérificateurs. On ne donne pas le pouvoir, le monopole des enquêtes à une organisation qui, elle est gérée par une personne et ses amis. C'est inimaginable de penser que ça va vraiment... En fait, c'est le contraire. Si on veut vraiment mettre ça dans une marmite puis mettre le bon couvert à ces marmites, c'est la recette parfaite. Donc, ne pas centraliser puis s'assurer que ça soit vérifié. Toutes les organisations, le privé, là, on parle, puis je dois dire, moi, le privé, je trouve que c'est un groupe dans la société qui ont eu le dos large, qui se sont fait accuser de tous les maux, mais le public, on ne peut pas les accuser de la même chose que le privé. Mais là, le privé sont obligés de subir des audits, sont obligés de subir des enquêtes, sont obligés de subir des vérifications, sont obligés de soumettre des rapports. Bien, faisons la même chose avec nos institutions. Toutes les institutions, l'UPAC, l'AMF, le VG, qui rendent des comptes, eux aussi, pas juste une fois par année à l'étude des crédits à l'Assemblée nationale, qui rendent des comptes de façon non planifiée, qu'il y a des gens, des audits qui rentrent puis qui vérifient. Donc, à l'UPAC, là, ils ont mis en place un comité de surveillance. Et Seigneur, dans un premier temps, il n'y a personne sur le comité de surveillance qui sait comment ça fonctionne. Donc, encore faut-il qu'on sache c'est où les opportunités excusez l'expression, de fourrer le système pour savoir où aller regarder. Donc, mettons en place des gens qui savent de quoi ils parlent. Mais ensuite, ces gens-là, c'est pas les processus qu'il faut qu'ils regardent. Ces gens-là, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils puissent s'asseoir avec le commissaire et dire, OK, vous avez 800 dénonciations, vous avez 300 dossiers ouverts, puis vous en avez 40 qui roulent. Pourquoi ces 40-là plus que les 300? Mais c'est ça la question. Il faut qu'ils convainquent les gens que c'est pas une décision subjective, que ce soit ces 40-là par rapport aux 300. Donc, si on met en place... Mais c'est pas compliqué de faire ça, là. Choisissez 3, 4, 5 personnes indépendantes qui savent de quoi ils parlent, qui vont faire des audits aux 3 mois, aux 6 mois. On a réglé une grosse partie du problème. Ça coûte pas cher, c'est pas onéreux, mais ça prend une volonté. C'est ça qu'on n'a pas, ça prend une volonté. Puis on s'entend que c'est pas l'UPAC qui va s'auto-implanter des audits là. Ça prend quelqu'un qui va l'obliger. C'était une question que j'avais pour vous. C'était... Vous avez parlé de la norme ISO 37001. Oui. Et puis, parce que vous dites pourquoi répéter, pourquoi refaire ce qui existe déjà. Oui. Puis la convention de l'OCDE aussi, oui. C'est déjà établi. Donc, on pourrait déjà suivre ça. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parfait. Cette norme-là n'est pas parfaite. Cette norme-là, c'est une norme qui a été votée, qui a été rédigée par un ensemble d'experts dans le monde. Ils sont arrivés à un consensus. Donc, c'est pas la meilleure des solutions pour nous, parce que c'est un consensus de, je crois, 89 pays qui ont participé à ça. Mais ça, en soi, que ce soit un consensus puis que ce soit reconnu mondialement, ça représente une standardisation. Ça représente surtout que quand notre commissaire se targue d'être allé dans des pays, des beaux pays, en Italie puis aux États-Unis, bien, ça, là, ça compare des pommes puis des pommes. Parce que là, on peut bien dire n'importe quoi.
comment est-ce qu'on se compare avec l'étranger? On n'a rien pour se comparer. Qui est plus efficace? On parle de l'index de la perception de la corruption. Bien, c'est de la perception. L'index de la perception, c'est de la perception. À l'étranger, les gens, ils pensent que chez nous, ça va bien. Mais chez nous, on est chez nous, puis on sait pertinemment bien que ça va pas bien. Donc, la perception, bien, ça dépend de la perception de qui. Donc, ISO, je trouve que ça offre une belle base qui est reconnue à l'international. Donc, et ce que j'appréciais d'ISO, ce que j'appréciais particulièrement, c'est que la norme voit les types de nominations, donc pour éliminer le plus possible les conflits d'intérêts. La norme prévoit des audits, des vérifications pour s'assurer que ce qui est fait, ça soit vérifié par un tiers indépendant. Et la norme prévoit, et ça c'est la partie que j'apprécie le plus, la norme prévoit que l'organisation qui implante elle-même la norme, par exemple, si l'UPAC implantait elle-même la norme, il faudrait que l'UPAC mette en place un système de signalement pour que les gens puissent se plaindre de l'UPAC. Donc, imaginez ça. Un système de signalement indépendant, c'est pas l'UPAC qui prend les appels, c'est pas le gouvernement, c'est pas la Sûreté du Québec, c'est complètement indépendant. Puis on peut appeler pour se plaindre de l'UPAC. Mais là, tous les citoyens sont heureux, là. Mais personne à l'UPAC est content de ça. Et surtout pas au gouvernement non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a d'emblée écarté la norme à l'UPAC. Et là, j'espère qu'un jour, mais enfin, c'est beaucoup plus long que je l'aurais souhaité, peut-être qu'un jour, elle sera implantée dans certaines institutions, dans certains organismes gouvernementaux, mais on n'est pas rendu là. Les questions me montent à la tête, j'en ai plusieurs. Croyez-vous vraiment que les gens sont au courant qu'il y a une grosse corruption au Québec? Mais non, puis c'est ça qui me désole, parce que, bon, je vous connais pas beaucoup, mais vous avez un intérêt, donc certainement que vous avez rencontré plusieurs personnes, que vous avez jasé, que vous avez été chercher plusieurs témoignages. Moi, c'est sûr, j'ai un intérêt, mais j'ai l'expérience qui vient avec, donc j'ai occupé plusieurs postes qui m'ont permis de voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Donc, c'est ce que je réalise aujourd'hui, nos citoyens. Puis aujourd'hui, en temps d'élection, ça devient plus important parce que les gens ne le savent pas. Les gens sont obligés de se fier sur ce qui est repris dans les journaux. Puis encore, ce qui est repris dans les journaux, ben, manque d'objectivité. Donc, les gens, aujourd'hui, doivent se faire une tête seulement sur ce qu'on reprend dans les journaux. C'est pas sur la vérité. Donc, sont très mal informés. Les gens sont très mal informés. Certains, il y en a des journalistes qui essaient, puis qui essaient du mieux qu'ils peuvent. Autant que moi, j'essaie du mieux que je peux. Mais ils sont limités, parce que quand tu es journaliste, t'es payé par quelqu'un, t'es limité. Bon. Alors, on a toutes nos limites. Mais voilà. Donc, les gens, au bout du compte, c'est que les gens sont très peu informés. Puis, tant que les gens sont peu informés, ben c'est parfait. Donc, les gens au pouvoir peuvent continuer à faire sans trop être dérangés, peuvent continuer à faire leurs activités. Ah oui, ils nous tiennent au pouvoir. Ils se tiennent au pouvoir, puis ils nous tiennent en bas, en train de... Puis on a de la difficulté. On est dans la peur, les parlementaires, comme les citoyens, comme les journalistes. Oui, vous avez raison. En fait, c'est un bon point parce qu'on critique beaucoup les journalistes, moi la première. Mais il y a des journalistes qui sont dans la peur. Il y a des journalistes qui l'acceptent, qui l'acceptent très bien, très bien. Vous voulez que je me taise? Vous voulez que je fasse quelque chose de plus gentil? Je vais faire quelque chose de plus gentil, puis ils sont bien payés en échange. Mais il y a des journalistes qui essayent, qui poussent, qui repoussent les limites, mais qui ont peur. Donc, vous avez un très bon point, en effet. Le dénominateur commun, c'est la peur. Parce que de toute façon, on le voit à l'international, il y a des gens qui disparaissent carrément, des journalistes. On en a vu de Wikileaks. Là, mais ici, on est moins barbares. On est moins barbares, mais... Bon, on est moins barbares, mais je dois le dire, on trouve le moyen de faire disparaître des gens, mais autrement. Autrement, on leur fait perdre leur emploi, on s'assure qu'ils n'ont plus d'emploi, on s'assure qu'ils n'ont plus de ressources, on s'assure d'écarter tous leurs amis, on s'assure de plusieurs façons, on fait disparaître des gens, mais autrement. C'est pour ça qu'on dit que les dénonciateurs, dénonciatrices, les sonneurs d'alerte, les sonneuses d'alerte n'ont pas de protection, même avec une loi. Ben non, la loi ne protège absolument rien.
Non, absolument pas. Mais, puis là, les dénonciateurs et les lanceurs d'alerte vont me lancer des tomates, là, mais je me permets, OK? Je me permets une réflexion. Mais on a-tu vraiment besoin de protection? Ce qu'on veut, là, c'est que les gens écoutent ce qu'on dit, puis qu'ils enquêtent sur ce qu'on dit, puis qu'ils prennent les vraies décisions. La protection, là, regarde, si j'avais pas perdu, j'avais pas eu à quitter mon emploi, là, puis si je continue à avoir les revenus que j'avais, je me paierais moi-même la protection. Laissez faire la protection. Mais je vous donne un exemple. Moi, je dénonce quelque chose, et là, sans m'en parler, il n'y a personne qui m'en parle, là. Bien, on sort publiquement et on donne un mandat au vérificateur général. Et moi, je sors publiquement puis je dis, mais non, voyons, ça se peut pas là. C'est la mauvaise organisation, mauvais mandat, mauvaise organisation, c'est voué à l'échec, cette affaire-là. Mais on continue dans ce sens-là et ça dure 10 mois. Et là, au bout de 10 mois, on dit, ben là, non, on n'a rien trouvé. Et là, non seulement on n'a rien trouvé, mais là, il y a un journaliste qui se fait plaisir de sortir que le lanceur d'alerte a coûté 1 million au gouvernement. Bon. Ben, moi, là, j'ai pas besoin de protection. Là, moi, le journaliste, quand je vais me tanner, là, je vais prendre mes moyens, puis je vais régler mes problèmes. Mais, moi, ce que je veux, là, c'est qu'on a gagné 10 mois. Pourquoi est-ce que le bon mandat n'a pas été donné à une bonne organisation? Peut-être pas la Sûreté du Québec, parce qu'il y a des liens trop proches avec l'UPAC et l'AMF. Le VG aussi a des liens trop proches avec l'AMF. C'est exactement pour ça que je voulais pas que ce soit le VG. Oui. Mais pourquoi ça n'aurait pas été Mme Gioux, Maître Gioux, avec son bureau des enquêtes indépendantes, par exemple? Pourquoi qu'on fait... Si, là, aux États-Unis, ils sont si bons que ça, là, à New York, le Department of DOI... Pourquoi c'est pas eux autres qu'on les faisait venir, là? Ça aurait coûté 1 million, ils auraient fait la job en 1 mois, pas 10 mois, ils auraient fait la job en 1 mois, puis ils leur auraient dit c'était quoi qui allait pas. Mais le vérificateur général n'avait pas les pouvoirs des policiers, n'avait pas les compétences, parce que là, il y a des limites. Un vérificateur général, ça ne peut pas être compétent en tout. J'ai vu récemment qu'il y a du monde qui suggérait qu'il s'occupe d'immigration. Wow, là! OK, le vérificateur général, là, c'est des comptables, là, on arrête ça là. Bon, mais... Pourquoi est-ce que c'est pas les bonnes organisations qui sont venues, qui sont allées perquisitionner le téléphone cellulaire, puis l'ordinateur, puis tous les courriels des personnes qui étaient impliquées? Ils auraient eu les preuves. Mais là, le vérificateur, il n'a rien trouvé. C'est sûr qu'il n'a rien trouvé, il n'y avait pas les pouvoirs de perquisition. Bon, bien, c'est ça. Donc, je reviens à volonté gouvernementale. Ça prend une volonté de prendre les bonnes décisions. Oui, quand on parle de protection, c'est protéger votre emploi, protéger même votre personne, mais acheminer, pas faire avorter en partant. L'entreprise ou l'enquête ou peu importe ce qu'on honnêtement, je vais avoir besoin de bien plus de protection la journée que la vraie enquête elle va être faite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a personne qui en veut à Annie Trudel. La journée que la vraie enquête est faite, la journée que tous les courriels des gens de l'UPAC puis de l'AMF puis la firme de conseil sortent là puis quelqu'un les analyse. Là, ma vie va être en danger. Déclassification. C'est ça qu'on appelle. Exactement. Declassified. Oui, declassified. Mais en plus de ça, il y a certains journalistes, comme vous dites très bien, qui ont dit que vous avez coûté 1 million au Québec pour rien. On s'entend un journaliste. Un journaliste. Oui, un journaliste. Mais qui est drôlement bien branché, parce que normalement, si on suit le processus de la loi de l'accès à l'information, ça prend à peu près 6 mois à avoir ces informations-là des institutions. Mais lui, il les a eues comme ça. Mais il y en a 2 quand même qui disent que vous avez exagéré. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça, là? Allez-y. Ben, moi, les journalistes, honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Ça m'importe peu ce qu'ils ont à dire, honnêtement. Bon, puis si je vais un peu plus loin dans ma réaction, dans ma réflexion, ça m'importe peu parce que eux, ils savent ce qu'ils veulent savoir. Eux, ils ont jamais été dans aucun système. Ils ne font qu'écouter ce que les gens leur racontent. Mais moi, j'ai été, puis je suis pas meilleure que personne, j'ai juste eu des expériences. On est rare à avoir eu les expériences que j'ai eues. Parce que moi, là, j'ai commencé dans un ministère, au ministère des Transports. Après ça, dans une unité d'enquête, l'UPAC.
après ça, dans un service de police au SPVM, après ça, dans un cabinet de ministre au ministère des Transports. Donc, puis je suis allée à l'étranger, voir les autres unités d'enquête, ça se passe comment. Fait que si je mets tous ces morceaux de puzzle-là ensemble, j'en sais bien plus que les journalistes, là. Eux, ils sont jamais allés voir. Ils sont restés chez eux, puis ils ont jasé avec du monde, ou ils ont entendu du monde, ou ils ont lu des affaires. Donc, vous demandez à un enquêteur de se positionner sur ce que je dis, ben, il va endosser bien des affaires. Vous demandez à un politicien de se positionner sur ce que je dis par rapport à la politique, il va endosser bien des affaires. Un journaliste, il n'a rien vu, il a juste écouté. Donc, c'est assez difficile pour lui de pouvoir se positionner et c'est très facile pour un journaliste de critiquer. Quand on n'a plus de besoin. Puis là, ça, c'est mon petit éditorial. Fut une époque où, puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais en mai 2016. J'étais pas du tout une personnalité publique. J'étais très low profile. Il y avait quelqu'un dans mon environnement, je donnerai pas de nom, mais il y a quelqu'un dans mon environnement qui était très high profile, puis qui passait son temps à me dire, ben vas-y à la télé, puis accepte les entrevues, puis donner les entrevues, puis moi je voulais pas, puis bref, je refusais tout ce qui rentrait, puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans le domaine des médias, bien sage, qui m'a dit, Mani, pourquoi tu refuses? Oh, j'ai tellement peur des médias. Je sais qu'ils vont fouiller, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, parce que j'ai été dans la police, là, je le sais, là. Je sais qu'est-ce qui se coule, je le sais. Bon, ça me tente pas d'être dans le domaine public. J'ai ma vie, j'ai mes enfants, puis déjà, mon travail, c'était très demandant. Puis la personne m'avait dit, mais non, Mani, tu comprends pas. Pour l'instant, on a besoin d'un héros. Et c'est toi le héros. Et tant et aussi, l'histoire va durer, tant et aussi longtemps qu'on a un héros, puis c'est toi le héros. Mais la journée qu'on va être tanné de cette histoire-là, on va détruire le héros. Et je me suis toujours rappelé ce que cette personne-là m'a dit, qui venait du domaine médiatique d'ailleurs. Et puis cette personne-là l'a vu venir, parce que cette personne-là s'est reculée. S'est reculée à un certain moment donné, puis a compris que là, Annie Trudel, il ne fallait plus qu'elle soit publique parce qu'on était en train de la détruire pour détruire l'histoire, pour tourner à la page puis changer de chapitre. Puis c'est là que j'ai réalisé que cette personne-là avait tout à fait raison. Donc c'est ce que je vous dis. J'ai été utile à un certain moment donné pour entretenir l'histoire. Puis là, la majorité ne veulent plus entretenir l'histoire. Donc, mais c'est pas juste moi, tous les dénonciateurs, ceux qu'on appelle les dénonciateurs, on parle de M. Pereira, on parle de M. Zambito, puis ça, c'est ceux qu'on connaît, parce que moi, là, depuis que j'ai écrit mon livre, les gens m'écrivent, puis ça, je trouve ça, faut que je vous le dise, là, je trouve ça émotionnellement extrêmement difficile. Les gens m'écrivent. « Oh, Madame Trudel, là, je sais pas, j'ai lu votre livre, puis vous savez, il m'est arrivé la même affaire au MTQ. » Souvent, ça revient au MTQ. Mais il y en a qui me parlent de l'UPAC aussi. « Ah, j'ai dénoncé ça à l'UPAC, ils m'ont jamais répondu. J'ai dénoncé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Les gens me racontent ce qu'ils ont vécu, mais eux, là, ils n'ont pas de tribune. Puis là, je leur demande toujours. Bien, vous savez, ceux qui aiment ça, ces affaires-là, puisque je le vois différemment aujourd'hui, je leur dis, ceux qui aiment ça, ces histoires croustillantes-là, c'est les médias. Vous savez, vous ne serez pas un king, ça va être votre 15 minutes de gloire, ça va passer et après. Mais c'est ça que vous voulez. Mais je vous dirais là, que la majorité me disent, oui, on en a parlé, puis ça ne les intéresse plus. Ça ne les intéresse plus. Donc, moi, là, j'ai une tonne de gens qui m'ont écrit pour me partager, puis ils me disent à peu près toute la même chose. Oui, on a essayé d'en parler en dernier recours, parce que la personne qui n'est pas habituée à mon monde, là, ça y prend tout son petit change, appeler à la Sûreté du Québec ou appeler à l'UPAC. Puis une fois qu'il l'a fait, là, il espère. Puis il se passe rien. Puis attendre son patient. Puis à un moment donné, il se tanne, puis là, il parle, puis là, du monde autour d'eux leur dit, mais... Va voir le Journal de Montréal, va voir Kathleen Lévesque, va voir, tu sais, il y a tous des noms à une certaine époque, c'était Alain Gravel, il va t'écouter Alain Gravel, c'est sûr. Mais donc c'est ça, donc la personne qui en arrive à se rendre jusqu'aux médias, il est rendu au bout de son rouleau, au bout de sa corde, il a tout fait, il a tout essayé. Puis là, ben ceux qui reach to me, ceux qui... Oui. J'ai juste le terme anglais qui sort, excusez-moi, mais ceux qui se rendent à moi, mais
je leur donne un petit peu d'espoir en leur montrant que je survis encore, là, je suis pas morte. Mais puis eux autres, ben ça leur fait juste du bien de ventiler. Ils savent plus où s'en aller. Il y a beaucoup, puis je dois le dire, j'admire ça, que vous fassiez ce que vous faites. Puis que vous me donniez, puis pas juste à moi, vous l'avez fait aussi avec M. Pereira, entre autres, que vous nous donniez une tribune pour nous expliquer en profondeur. Parce qu'on a l'air de rien, mais on est du monde intelligent. puis j'aime ça être considéré comme tel. Donc, mais c'est compliqué, c'est vaste, c'est des réseaux, c'est des tentacules. Il faut comprendre tous les enjeux pour comprendre pourquoi. Parce que les sceptiques vont dire, mais oui, pourquoi? Mais quand on comprend le pourquoi, là, on fait, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, le pouvoir est là, l'argent, le contrôle, c'est bon. Donc, ceci étant dit, une des solutions, ça part par refuser d'être muselé, continuer à parler, continuer à partager, puis, mais on est un peu nono, je dois vous dire. Parce que, vous savez, puis j'en parlais tout à l'heure, les partis politiques se sont trouvés des dénominateurs communs. Puis les membres des partis, une fois qu'ils adhèrent à ça, ils adhèrent aux valeurs de l'organisation. Donc, ils vont souvent laisser passer ou laisser de côté certaines de leurs petites valeurs personnelles. Puis c'est grâce à ça, certains, ils vont m'assassiner puis ils vont dire c'est bien effrayant, mais il reste que c'est grâce à ça qu'il existe des partis. Mais si les gens qui dénonçaient, autant les lanceurs d'alerte comme les employés, comme les employeurs, comme les médias, comme vous, si les gens qui dénonçaient trouvaient ce moyen-là de se rassembler avec un dénominateur commun. Donc, mais on le sait qu'on a chacun des valeurs personnelles. Vous, c'est peut-être d'aller chercher plus de codes d'écoute. Moi, c'est peut-être éventuellement d'aller me trouver un poste permanent. Monsieur Pereira, c'est peut-être éventuellement de partir sa propre business. Je dis n'importe quoi, là, OK? Mais tu sais, à un moment donné, si nous, on était aussi brillants que les autres, puis que nous, on mettait un peu de côté, pas notre personne, pas nos valeurs, mais juste un peu de côté, pouvoir se rassembler, ça nous donnerait plus de pouvoir. Donc ça, j'aspire à ça. Je vous dis ça, j'aspire. C'est pas, demandez-moi pas si je vais partir à partie. Non, pas du tout. Mais ça, j'aspire à ça, qu'on se rassemble plus, parce que là, présentement, on essaye, mais on se sépare. Puis ça, on perd du pouvoir, tu sais, en étant plus tout ensemble, si on se tient pas. Mais encore là, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est la peur qui nous sépare. On a des familles, on doit faire vivre nos familles, on a des communautés, on veut la paix. On veut la paix, hein, surtout. Quand on passe beaucoup, beaucoup de temps à gratter, puis à toujours recevoir du négatif dans les médias sociaux, dans les journaux, à un moment donné, on vient épuiser, puis on veut la paix. Donc, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des humains. Mais bref, pour répondre à votre question, il ne faut surtout pas lâcher, continuer à dénoncer. Puis, je pense que dans certaines situations, il y a certains élus, peu importe le parti, qui vont toujours se détacher. Dans ce parti-là, j'aime croire que moi, mon conjoint, a été un de ceux qui s'est détaché, puis qui a tout de même, malgré la ligne du parti ou malgré le souhait de ne pas trop déranger le commissaire, lui, il s'est permis d'y aller. Il a travaillé en étroite collaboration avec les autres partis. Donc, je pense que dans chaque parti, il y en a comme ça qui vont se détacher puis qui vont oser. En se détachant, puis en osant, puis en toujours en gardant en tête qu'il y a des dénonciateurs qui mettent, pas leur vie, mais qui mettent leur stabilité en jeu. Pour dénoncer plusieurs choses, ben tant et aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui va parler, puis qu'il y a quelqu'un qui va croire, puis quelqu'un qui va écouter, mon espoir. Moi, dans le mois qui a précédé les élections, c'est ce que j'avais dit à Jean-Marc, que je tenais à inviter ceux que je trouvais qui avaient le plus, qui devraient avoir le plus d'influence sur les gens. Donc, il y a eu 2 sonneurs d'alerte. Il y a M. Pereira et il y a vous, Mme Trudel. Puis, comment vous trouvez à date là, la campagne électorale concernant la corruption? Elle est éludée, elle est évitée, comment? On en parle, on n'en parle pas?
Ben, en fait, puis là, je vous répète encore là, que je n'ai pas de parti pris, Oui. donc n'oublions pas ça. Oui. Je vous dirais que je remarque qu'il y a le gouvernement actuel, en fait, puis là, vous allez m'excuser, là, j'ai déjà l'impression que je vais recevoir des tomates, mais j'ai pas suivi la campagne assidûment, là, j'ai pas tout lu, mais j'ai l'impression que s'il y a eu des actions ou des choses qui ont été dites, qui ont été proposées par le Parti libéral, ça n'a pas été suffisamment repris, parce que j'ai pas l'impression que ça a été un sujet de très grand intérêt. Maintenant, pour la CAQ, oui, ils ont commencé au début en parlant d'intégrité. Ils ont été chercher des ressources, puis ça s'est arrêté là. Je pense qu'ils se sont fait avoir dans quelques décisions, mauvaises décisions. Puis, c'est plate à dire, mais cette partie-là, pour l'instant, représente... Puis là, je ne vais pas faire un lien direct, mais je vais quand même vous raconter le cas de certaines personnes. Quand il y a certaines personnes qui aspirent à avoir des nominations, qui aspirent à avoir des postes, ou qui aspirent à... puis que ça se passe pas, puis que leur plan B, c'est de s'en aller en politique. Pour moi, excusez l'expression anglaise, mais pour moi, c'est un turn-off. La politique, là, c'est supposé d'être prioritaire, une mission. Quand tu t'en vas en politique, c'est pas un plan B, c'est parce que c'est ce que tu veux faire. Donc, moi, quelqu'un qui est déçu parce qu'il n'a pas eu la promotion qu'il voulait, puis que là, il s'en va en politique, ça paraît au niveau des citoyens. Ah oui, OK, lui, il s'en vient, il est parachuté dans mon comté, je sais même pas c'est qui, ou bien je l'ai entendu toute ma vie, mais il vient d'un milieu complètement autre, puis là, il débarque dans mon comté, il faudrait que je vote pour lui ou pour elle, puis bon, fait que ça, je trouve que ça a été assez représentatif au niveau de la CAQ. Pour ce qui est le Parti québécois, ben, je dois donner à César ce qui revient à César. Avant même la campagne, au printemps dernier, ils ont été les premiers à se positionner et à dire, bon, M. Lafrenière, là, il est temps qu'il passe à autre chose. Nous, là, M. Lafrenière, on pense qu'il devrait laisser sa place à quelqu'un d'autre. Ils n'étaient pas en campagne. Donc ça, je dois l'admettre. Ça, ils se sont pas gênés. En commission parlementaire, ben, j'aime pas parler du parti, mais par exemple, un des représentants qui est M. Bérubé, M. Bergeron, en commission parlementaire, c'est eux qui ont dit. Ben nous, là, l'UPAC, on voulait que ça soit aux 2 tiers de l'Assemblée, puis nous, là, puis ils l'ont répété. Donc, hors de la campagne. Donc, ceux qui en ont le plus parlé, là, je ne suis pas une politicienne, je ne veux pas parler de stratégie, y avait-tu avantage ou pas avantage, je n'ai pas le point. Je parle de corruption en tant que telle, puis factuellement de ce qui se passe sur le terrain. Ben oui, il y en a qui en ont parlé, c'est des représentants du Parti québécois, puis ils l'ont fait bien avant la campagne. OK. Parce que ce qu'on entend, puis ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est dehors les libéraux. Oui, oui. Pour pouvoir, on pense, mettre fin à cette corruption-là. Mais d'après ce que vous avez dit tantôt, il y aurait beaucoup de choses qui se feraient, mais pas à la connaissance des médias, pas à la connaissance du public. Ça se ferait par en dessous. Bien, en fait... dehors les libéraux, là, ben là, c'est facile à dire parce que c'est eux qui sont là pour l'instant. Mais, premier point, dehors les libéraux, pour rentrer quelqu'un d'aussi problématique, je dis pas gardons les libéraux, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis juste en train de dire, quand on focus trop à se débarrasser plutôt qu'à aller chercher quelque chose qu'on aime, c'est un gros problème en tant que société. On a un gros problème de société. Ça veut dire que si on focus juste à sortir quelque chose qu'on n'aime pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous plaît, rien qui nous convient dans l'offre. C'est la loi de l'offre et la demande. Là, on demande quelque chose, puis il n'y a rien qui nous est offert qui nous plaît. Ça, c'est un gros problème. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ben, rappelons-nous, il y en a qui ont vécu des exemples. À force de vouloir sortir quelque chose pour rentrer n'importe quoi, on a l'Ontario qui je fais une parenthèse. J'ai rencontré une dame qui faisait partie de l'ancien gouvernement au pouvoir de l'Ontario qui maintenant n'est plus au pouvoir. La dame me disait, ça m'a vraiment inquiétée. La dame me disait, moi, je n'étais pas inquiète. Je savais qu'on allait perdre. Puis, de toute façon, j'avais une excellente relation avec l'opposition pendant qu'on était au pouvoir. Fait que moi, je savais qu'on avait une bonne relation. Puis que,
Probablement que c'était eux autres qui étaient pour rentrer. Fait que c'est pas grave, on avait une bonne... Oh, mais elle dit là, à ta minute, c'est drôle comment le pouvoir, ça change les gens. Elle dit là, ils sont rentrés au pouvoir, mais elle dit c'est effrayant. Et ils me regardent même plus, et ils me croisent même plus, ils me consultent même plus pour rien. Des gens que j'ai connus pendant des années et des années. Ça m'a porté à réfléchir. Puis là, ben, je suis obligée de... Puis j'ai tweeté à cet effet-là récemment avec les réseaux sociaux. Retenons une leçon de Macron, de Trump, d'Ottawa, de Trudeau, de l'Ontario. Mais il semble qu'on a bien des exemples de gens qui ont juste voulu se débarrasser. Peu importe le prix, ben c'est ça, peu importe le prix. C'était des insatisfaisants que vous aviez écrit. Oui, donc c'est ça. Donc là, moi, je veux bien, mais 2 octobre, notre problème, est-tu vraiment réglé? Je dis que non. Le 2 octobre, notre problème n'est pas réglé. Ça va quand même prendre quelqu'un, peu importe, quelqu'un avec une colonne, quelqu'un qui va prendre les bonnes décisions, quelqu'un qui va arrêter d'être en déni, qui va pas se mettre la tête dans le sang, quelqu'un qui va, par exemple, les nominations politiques, c'est ces nominations politiques, quelqu'un qui va couper des liens. Il y en a trop de liens. Ben, sortez les ciseaux, coupez-les, ça va être fait. C'est sûr que politiquement, c'est pas winner de rentrer au pouvoir, ou de revenir au pouvoir, puis de dire, bon, ben, OK, je me prends en main, puis... je sais pas, moi, 15 sous-ministres sur 30 dehors. Oui. Ben non, c'est pas politique. Il y a personne qui va oser faire ça, mais c'est peut-être ça qu'il faut que ce soit fait. C'est peut-être ça qu'il faut qu'il soit fait. Ils sont pas obligés d'étaler la stratégie non plus. Ils sont pas obligés. Ben non, bien sûr qu'ils sont pas obligés d'étaler la stratégie, mais en tant que citoyen, on va voter, sachant quoi? On va voter basé sur quoi? Exactement. Mais... Moi, si je voudrais ajouter une question, il y a une question qui me brûle au TICO que vous avez, l'information que vous avez donnée, c'est s'il y aurait juste une question que vous auriez aimé que la commission vous pose. Que la commission pose, la commission d'enquête ou la commission parlementaire? Lorsque vous avez été invité à répondre à leurs questions au fameux comité, là. Ouais. Puis vous dites que vous n'aviez pas l'agenda des questions. Mais s'il y en avait juste une qu'ils n'ont pas posée, que vous auriez aimé qu'ils vous posent. Ben là, je vous réponds à brûle pour point. Comme ça, il faut comprendre que moi, j'ai travaillé 18 mois et j'ai accumulé beaucoup d'informations, beaucoup de dossiers, d'irrégularités. Et là, on est 2 à témoigner et on a 3 heures. Et les élus, les membres de la commission, qui sont de tous les partis, soit dit en passant, ils nous questionnent du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, moi, je vous dirais qu'on a couvert, de ce que je pouvais parler, on a couvert 15-20% maximum de ce que j'aurais pu raconter. Je suis pas capable de répondre clairement à votre question, mais ce que je peux dire, et ça, je pense sérieusement que tous les partis devraient penser à ça, puis j'espère qu'il y a du monde qui nous écoute aujourd'hui, mais que tous les partis, puis que tous les députés qui sont sur des commissions, qui prennent une décision, qui revoient leur façon de se préparer à venir interroger des témoins comme nous. Si moi, j'avais eu l'opportunité, par exemple, je dis ça à brûle pour point, mais si j'avais eu l'opportunité de leur faire un résumé de ce que j'aurais pu, vous savez, en cours, là, ça se fait, on viendra dire. Mais si j'avais pu faire la même chose, leur faire un résumé des sujets que j'étais prête à parler, puis eux, ils auraient fait leur choix là-dedans, juste ça aurait été tellement plus. Donc, la question que j'aurais aimé qu'on me demande, c'était, avant d'y aller, de quoi voulez-vous qu'on parle? Là, je leur aurais donné des pistes fort intéressantes. Merci, Annie Trudel. J'aimerais savoir, concernant l'UAC et M. Duchesneau, pourquoi il y avait nécessité de placer le dossier, je ne me souviens plus les mots exactement, mais pour 86 ans, on ne peut pas le consulter avant 86 ans. Qu'est-ce qu'on a à cacher?
Bien, ce qu'il faut que vous compreniez, moi, j'ai rien à cacher. Moi, Annie Trudel, j'ai absolument rien à cacher. Je vais juste vous expliquer parce que ça a été très mal expliqué. Puis je suis contente que vous posiez cette question-là, quoique je m'y attendais pas du tout. L'unité anti-collusion, Oui. on a été mis en place suite au rapport du vérificateur général, M. Lachance, de 2009. Bon. Alors, quand ils nous ont mis en place, je l'ai su plus tard, mais ils savaient déjà qu'ils étaient pour créer l'UPAC. Mais le gouvernement étant ce qu'il est, puis ça prend le temps que ça prend, ils avaient évalué à 2 ou 3 ans l'implantation de l'UPAC. Donc, nous, on était là en attendant. L'unité anti-collusion était là en attendant. Mais au bout de 6 mois, on était une équipe d'enquêteurs chevronnés avec beaucoup de volonté. On a fait face à un système qui était énorme. On a eu des collaborateurs hors du commun. Donc, au bout de 6 mois, on a écrit un rapport. On a dit, hey, on va écrire un rapport. Mais c'était pas demandé. Le gouvernement nous demandait 0 compte. On était juste là pour gagner du temps. Mais nous, on ne savait pas, là. On était juste là pour gagner du temps. Et là, nous, au bout de 6 mois, on s'est dit, non, ça se peut pas, là, faut qu'on fasse un rapport. Donc, on a décidé de faire un rapport. La première étape a été de soumettre ce rapport-là au chef de cabinet du ministre des Transports. Je ne veux juste pas me tromper, au chef de cabinet du ministre des Transports. Puis le chef de cabinet du ministre des Transports dit, ouais, OK, j'ai pris connaissance de votre rapport. Pourquoi là? Pourquoi vous voulez faire un rapport là? Ça fait juste 6 mois que vous existez. Pourquoi vous n'attendez pas 1 an? Bon. Donc, M. Duchesneau a accepté. Il a dit, OK, on va faire un rapport quand ça va faire 1 an d'existence. Quand je vous disais tantôt qu'en 6 mois, ça passe vite, ça se passe vite. Parce que dans ces 6 mois-là, celui à qui on avait soumis le rapport, il est devenu chef de cabinet du premier ministre de l'époque, M. Charest. Bon. Fait que quand ça faisait 1 an, puis qu'on était rendu à déposer notre rapport, ben le cabinet, en théorie, à moins qu'il ait tout oublié ce qu'il avait lu, mais le cabinet du premier ministre était au courant de notre rapport. Pardon. Donc, on a soumis notre rapport. Notre rapport a fait en sorte que nous sommes allés en commission parlementaire en septembre 2011 et suite à la commission parlementaire, la commission d'enquête fut créée. Entre-temps, dès qu'ils ont su que notre rapport existait et qu'il s'en venait, c'est là qu'ils ont décidé de créer l'UPAC, mais ils ont créé l'UPAC 1 an trop vite, ils n'étaient pas prêts. Donc, ils ont créé l'UPAC, et sachant que notre rapport s'en venait, puis là, ils se sont dépêchés à tout préparer ça et tout. Bon. Donc, nous, dans la loi de l'UPAC, l'unité anti-collusion, on devenait une unité de l'UPAC. Donc, on s'est joint à l'UPAC et ça a fait les journaux, je ne vais pas en parler, dans le temps de le dire. Ils n'ont jamais travaillé ensemble, M. Lafrenière et M. Duchesneau, là, jamais. Ils ont eu un meeting qui a duré 5 minutes et M. Lafrenière a congédié M. Duchesneau. Fait que M. Duchesneau, il est parti tout seul chez eux, il n'y avait pas d'employeur. Et c'est lui qui a écrit le rapport auquel vous faites référence. Donc, moi, j'ai jamais travaillé sur ce rapport-là. C'est pas des sources qui avaient travaillé avec nous autres à l'unité anticollusion. C'est pas des sources qui avaient travaillé avec nous autres à l'unité permanente anticorruption. Donc, ça appartient à M. Duchesneau. Il a fait ça à titre personnel. Donc, ce qu'il y a dans ce rapport-là, moi, je l'ai su qu'il existait 2 minutes avant que ça soit annoncé parce que je témoignais avec lui en panel à la commission d'enquête et c'est lui qui a dit, bon ben là, je veux témoigner tout seul parce que j'ai un rapport à déposer puis Mme Trudel n'est pas au courant. Puis le maître Chartrand, que j'adorais et qui a fait un travail absolument extraordinaire, qui était adjoint à l'époque, maître Chartrand, il a dit non, je peux pas faire ça. Donc là, ben, moi, je parlerai pas là, je vais y aller, puis je parlerai pas. Donc, c'est comme ça que j'ai su. Puis là, on est allés, les 3, puis M. Morin, qui était le responsable des enquêtes, qui représentait les enquêtes, et moi, ben, on était assis, puis on était de simples spectateurs, comme tous les autres. On était au courant de rien. Donc, M. Duchesneau a déposé son rapport. Puis ensuite de ça, ben,
c'est tout. J'en sais pas plus. Il a déposé son rapport, j'en ai pas pris connaissance. Je l'ai eu dans mes mains, 2 secondes d'écart. J'ai feuilleté en 2 secondes. Et c'est tout. M. Hamad qui a dit « Je l'ai pas lu ». M. Charest qui a dit « Je l'ai pas lu ». Alors, puis ça a été... Ben, je croirais pas que... En fait, je pense qu'il faut pas confondre... M. Hamad et M. Charest ont fait référence au rapport d'unité anti-collusion. Okay. Mais c'est ça. Okay. Donc, mais c'est sûr, il y a personne qui l'a lu, ce rapport-là. Ça, c'est juste M. Duchesneau et Mme la juge qui ont décidé ensemble que ce soit... Mais je me l'explique toujours pas aujourd'hui, parce qu'il y a tout plein de mémoires qui ont été déposées par des gens, qui ont été rendus publics. Donc, moi, je n'ai jamais entendu M. Duchesneau dire « Moi, je voulais qu'il soit rendu public, j'ai demandé à ce qu'il soit rendu public et ça m'a été refusé. » Moi, j'ai jamais entendu ça. Donc, je ne peux pas présumer que c'est uniquement... Puis là, je vous parle comme quelqu'un qui a de l'expérience dans la police, puis je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé. Mais je ne peux pas présumer que c'est uniquement un choix éditorial de la commission. Ça se peut que ce soit M. Duchesneau, ça se peut que ce soit les sources de M. Duchesneau, ça se peut qu'il y avait plusieurs personnes qui ont collaboré, ça se peut que ce soit ces personnes-là. Donc, c'est juste M. Duchesneau qui peut la donner, la vraie raison. Mais moi, je ne présume pas, chose certaine, moi je me positionne officiellement aujourd'hui, je ne présume pas que c'est un choix éditorial de la commission d'enquête contre la volonté de M. Duchesneau. Moi, je ne présume pas de ça du tout. Annie Trudel, vous allez revenir? Ça va me faire plaisir, oui. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Lâchez pas, continuez, je vous en prie. C'est ça. Moi, si je voudrais ajouter une question, il y a une question qui me brûle au TICO que vous avez, l'information que vous avez donnée, c'est s'il y aurait juste une question que vous auriez aimé que la commission vous pose. Que la commission me pose, la commission d'enquête ou la commission parlementaire? Lorsque vous avez été invité à répondre à leurs questions au fameux comité, là. Ouais. Puis vous dites que vous n'aviez pas l'agenda des questions. Mais s'il y en avait juste une qu'ils n'ont pas posée, que vous auriez aimé qu'ils vous posent. Ben là, je vous réponds à brûle pour point. Comme ça, il faut comprendre que moi, j'ai travaillé 18 mois et j'ai accumulé beaucoup d'informations, beaucoup de dossiers, d'irrégularités. Et là, on est 2 à témoigner et on a 3 heures. Et les élus, les membres de la commission, qui sont de tous les partis, soit dit en passant, ils nous questionnent du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, moi, je vous dirais qu'on a couvert, de ce que je pouvais parler, on a couvert 15-20% maximum de ce que j'aurais pu raconter. Je suis pas capable de répondre clairement à votre question, mais ce que je peux dire, et ça, je pense sérieusement que tous les partis devraient penser à ça, puis j'espère qu'il y a du monde qui nous écoute aujourd'hui, mais que tous les partis, puis que tous les députés qui sont sur des commissions, qui prennent une décision, qui revoient leur façon de se préparer à venir interroger des témoins comme nous. Si moi, j'avais eu l'opportunité, par exemple, je dis ça à brûle pour point, mais si j'avais eu l'opportunité de leur faire un résumé de ce que j'aurais pu, vous savez, en cours, là, ça se fait, on viendra dire. Mais si j'avais pu faire la même chose, leur faire un résumé des sujets que j'étais prête à parler, puis eux, ils auraient fait leur choix là-dedans, juste ça aurait été tellement plus. Donc, la question que j'aurais aimé qu'on me demande, c'était, avant d'y aller, de quoi voulez-vous qu'on parle? Là, je leur aurais donné des pistes fort intéressantes. Merci, Annie Trudel. Ça me fait plaisir. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.